Bonjour à tous. En 1990, lors de la conférence des forces vives de la nation, le Bénin optait pour le libéralisme économique. 30 ans après, tout n'est toujours pas rose sur le plan économique. Des programmes d'ajustement structurel à la vision Bénin Alafia 2025 et aux réformes du programme d'action du gouvernement 2016-2021, le Bénin poursuit son décollage économique mais apparaît aujourd'hui mieux loti que par le passé. Retour avec les confrères sur les grands enjeux économiques issus de la conférence nationale et les espoirs suscités par les choix économiques de l'époque. Sur le second plateau, on parle de la filière anacarde. L'anacarde qui est aujourd'hui la deuxième culture d'exportation du Bénin après le coton et bien entendu le troisième pilier de l'économie béninoise. Cette filière est inscrite parmi les 5 prioritaires du programme d'action du gouvernement. Quelles sont les opportunités qu'offre cette filière? Notre invité nous édifiera dans un instant. Bienvenue donc, si vous nous rejoignez, on démarre tout de suite avec le mini-journal. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal sur Wikeco. Un nouveau vent souffle dans la maison des opérateurs économiques. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin est désormais dirigée par une nouvelle équipe d'élus consulaires. Elle aura la lourde responsabilité de défendre les intérêts de tous les opérateurs économiques du Bénin. Quelles sont alors les attentes de ces opérateurs économiques? Quelques-uns se prononcent au micro de Patrick Adiagodjo. Pour moi, la Chambre de commerce doit être un creuset, un socle d'encaissement, d'enregistrement des doléances des opérateurs économiques. La CCIB doit vraiment être, on va dire, une ressource sur laquelle, quand je pense à obtenir des informations, des documentations, je pense à CCIB. Ce que nous attendons de cette CCIB, c'est que davantage il y ait des initiatives, des rencontres, des échanges, des partages d'expériences, aussi bien au niveau local qu'à l'international. Que la CCIB fasse sortir ces entrepreneurs par secteur, ces entrepreneurs qui promeuvent des projets à fort potentiel pour le développement économique, pour que ces projets ne restent pas seulement des atouts touristiques des Made in Bénin, mais que ça devienne des vecteurs de développement. J'ai regardé sur l'ORTB d'ailleurs une présentation d'un jeune homme qui fait des cuisines solaires intégrées. Ce sont ce genre d'entrepreneurs qu'il faut accompagner parce que vous avez vu que cet entrepreneur était sûrement un génie dans ce qu'il fait, mais il lui manque toute la formalisation qui va avec. Vous avez vous-même vu, c'est un monsieur qu'il faut développer. Je pense que là aussi, la CCIB a toute son importance, mais tout en ne pas aussi négligeant les entreprises, les grandes entreprises et en orientant les besoins, enfin, pouvant combler leurs besoins spécifiques. Je pense que ce qui préoccupe aujourd'hui les opérateurs économiques, c'est un peu une politique de la préférence nationale, où les produits qui sont fabriqués chez nous doivent être promus par l'État. Le plaidoyer au niveau de la Chambre devrait pouvoir accompagner cela pour que ça devienne une réalité. Et aussi saisir des opportunités d'affaires de par le monde, parce qu'en tant que Chambre de commerce, ils sont invités à des foires, des forums et autres. La Chambre de commerce peut envoyer une seule personne avertie et qui au retour fait la restitution de ce qu'il a vu là-bas à un parterre d'opérateurs économiques dans le domaine. En formant l'entrepreneur, en lui donnant le potentiel technique pour qu'il sublime son œuvre, cette œuvre pourra servir au développement du pays. Et c'est ce à quoi l'entrepreneuriat local doit servir, à développer le pays, pas seulement à dire que nous avons du génie. Et ça, la CCIB l'a commencé et c'est ce que nous voulons surtout. Nul
n'ignore la place de la science dans le développement d'une nation. L'université d'Abomey-Calavi, fort de cela, œuvre pour l'amélioration des pratiques professionnelles dans les formations qu'elle donne. Elle commémore les 25 ans de sa collaboration avec l'autorité de recherche et d'enseignement supérieur, ARES, une coopération qui a fait et continue de faire des professionnels de la science. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Élever des insectes pour nourrir des poissons, Mohamed et ses pairs ont toujours voulu en faire une réalité après leurs nombreuses recherches scientifiques. Aujourd'hui, c'est avec grand bonheur qu'ils exposent leur chef-d'œuvre. C'est le fruit d'un programme qui a pour objectif d'utiliser aussi les insectes pour produire de l'aliment pour poissons localement ici. C'est ce projet qui est arrivé avec tous ces objectifs et qui nous permet aujourd'hui, sur place ici, de le faire. À l'origine de ce projet, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui depuis un quart de siècle accompagne l'université d'Abomey-Calavi pour une amélioration des pratiques pédagogiques dans les formations. On a choisi l'université, à l'époque Université nationale du Bénin, comme point de chute privilégié pour développer des programmes qui étaient tout à fait nouveaux, qui visaient à soutenir l'institution en tant que telle, en plus des programmes scientifiques dans différents domaines. Et puis voilà, 25 ans plus tard, nous sommes toujours là avec des centaines de boursiers, des dizaines de professeurs qui ont été formés en Belgique, des centaines de Belges qui sont venus ici. Et pour commémorer à sa juste valeur ces 25 ans de coopération, le bilan est au cœur de cette rencontre de 2 jours. Un partenariat riche et évolutif au service des sociétés, voilà comment résumer la longévité de la collaboration entre les mondes académiques béninois et belges. Ce qui a changé, c'est la qualité de l'enseignement, puisque vous ne pouvez pas avoir une qualité sans formateur. Tout ce qu'il y a comme infrastructure d'accès à Internet a été mis en place avec le soutien de ce programme. Également, le soutien aux bibliothèques. Les bibliothèques universitaires ont été équipées et ont été interconnectées grâce à ce programme. L'importance d'une coopération dans le développement du haut lieu du savoir et de l'enseignement supérieur au Bénin n'est plus à démontrer. Cette réunion est l'occasion pour le tandem ARES-UAC de jeter les bases de la collaboration future. Les défis se font de plus en plus grands. Nous sommes toujours là avec des belles perspectives d'avenir pour soutenir l'université d'Abomey-Calavi désormais, qui n'a plus 7 000 mais 70 000 étudiants. Le défi, c'est maintenant l'insertion professionnelle aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former tout simplement, de mettre sur le marché des diplômés. Il faut se soucier un peu de leur sort. L'université d'Abomey-Calavi s'ouvre de plus en plus sur le monde et fournit des ressources humaines de qualité et des résultats de recherche adaptés au développement du Bénin et des nations. Par ses partenariats et collaborations, l'égalité et l'équité qu'elle compte promouvoir à l'horizon 2063 sont certaines d'être une réalité. Le Bénin a abrité du 27 au 28 février 2020 le 2e forum des collectivités locales pré-conférence des parties COP26. Ceci en prélude à la réunion internationale annuelle sur le climat qui se tiendra à Glasgow en Écosse sera en novembre prochain. Plus de précisions avec Émeric Okupeli. Les habitats et écosystèmes africains sont actuellement menacés par une variété de stress tels que les changements climatiques. Et pour lutter contre ce fléau, les collectivités territoriales de l'Afrique et leurs fêtières unissent leurs forces à travers le 2e forum pré-COP 26. L'organisation du présent forum, entre autres objectifs, va consacrer un événement important. Il s'agit de l'adhésion de l'ensemble des 77 communes du Bénin à la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. C'est une preuve de l'engagement des communes du Bénin pour l'action climat et de bonnes pratiques à répliquer dans la sous-région. L'Afrique constitue le continent le plus affecté par les effets du changement climatique. Selon le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, les températures et les niveaux marins sont en hausse, menaçant la vie et les moyens des peuples. Les acteurs des collectivités locales, du Bénin en particulier et ceux de l'Afrique en général, sont conscients du rôle primordial qui est le leur dans la riposte mondiale à la menace. C'est la raison pour laquelle CGLU Afrique a encouragé les villes d'Afrique et les collectivités territoriales d'Afrique à rejoindre la Convention des maires pour le climat. Et beaucoup de collectivités béninoises, mais malheureusement pas toutes, ont rejoint cette convention. Tout ceci
non seulement enracine l'agenda du climat sur les territoires qui sont le lieu de vérification de sa mise en œuvre, mais interpelle et les gouvernements nationaux et la communauté internationale sur la nécessité de faire arriver les fonds climatiques jusqu'au niveau des territoires. Ce deuxième forum des collectivités territoriales se tient dans un contexte particulier où le Bénin fait face aux effets néfastes du climat. L'Association nationale des communes du Bénin propose alors la planification des 3 stratégies de décarbonisation, donc d'atténuation des gaz à effet de serre, d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et puis d'accès à l'énergie. Les cités et gouvernements locaux africains sont donc engagés pour des villes plus résilientes en Afrique. C'est pourquoi de ces assises sous-régionales sont attendues des solutions efficaces à exposer à la 26e édition de la conférence des parties prévue pour se tenir à Glasgow en novembre prochain. Nous parlons toujours environnement. Le Bénin compte au total 46 forêts classées qui subissent des actions destructrices de la part des populations. Un projet dénommé Forêt classée du Bénin a été lancé ce mardi par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable afin de rendre plus efficace le mode de gestion des forêts et les filières de production forestiers non ligneux plutôt aux populations. Reportage Marianne Bossemede. Le Bénin fait partie des pays victimes de déforestation et d'une régression de ses forêts. Selon une étude récente, une perte de 215 000 hectares de forêt a été constatée sur une période de 10 ans et les conséquences vont bien au-delà. Le Bénin est confronté à un recul inquiétant de ses forêts. La surface forestière est passée de 8,12 millions d'hectares en 2007 à 7,9 millions en 2016, soit un déclin de plus de 215 000 hectares. La pression démographique, les pratiques agricoles peu soucieuses de la protection des ressources forestières et de l'environnement, ainsi que l'exploitation anarchique des forêts constituent de nos jours des phénomènes majeurs qui accentuent les extrêmes climatiques. La solution, c'est le reboisement. Et c'est le sens du projet Forêt classée Bénin, PFC Bénin, en vigueur depuis le 1er octobre 2019. Ce projet va aider le Bénin à améliorer la gestion des forêts, faciliter l'approvisionnement en bois de chauffage dans les principales villes du pays et renforcer les filières des produits forestiers non ligneux au profit des communautés tributaires des forêts. Le projet mettra en place des mécanismes incitatifs en faveur des activités d'agroforesterie et d'intensification agricole et améliorera la maîtrise des feux de brousse tout en développant des plantations pour la production de bois de chauffage. Le projet s'étend sur une période allant d'octobre 2019 à novembre 2026. Il touche 11 réserves forestières réparties en plusieurs départements. Il s'inscrit dans une dynamique participative qui confère à la population un rôle prépondérant dans l'atteinte des objectifs. À terme, le Bénin pourra bénéficier, entre autres, de 15 000 hectares de plantations de bois d'énergie et 7 000 hectares de plantations de bois d'œuvre. Et c'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas, Wikeko se poursuit. Merci à vous, Amandine Agnambossou. Et sans plus tarder, c'est la revue de presse économique avec Stanislas Limpmont. Amis de la revue de presse économique, bonjour et très ravi de vous savoir des nôtres. Plusieurs informations économiques ont intéressé les canards. Les fonctionnaires de la douane béninoise renforcent leurs capacités. Un exercice pour mieux combattre le blanchiment d'argent placade la nation à sa une. Le quotidien du service public rapporte que le blanchiment de capitaux représente un sérieux danger pour l'économie et le bien-être de toute nation. C'est pour cela que la cellule nationale de traitement d'informations financières et le groupe intergouvernemental d'argent en Afrique de l'Ouest appuient la douane béninoise, précise Fraternité. Le quotidien de Ménantin détaille l'information et écrit que cette formation vise à rendre plus efficaces les fonctionnaires des douanes béninoises dans la lutte contre les transports physiques illicites transfrontaliers d'espèces.
commerce transfrontalier, les journaux en parlent. Matin Libre écrit à sa une « Fermeture des frontières nigérianes, le trafic au port chute de 2%. » Selon le quotidien, cette chute du trafic au port autonome de Cotonou en 2019 serait l'une des conséquences issues de la fermeture des frontières nigérianes. L'information intéresse également l'économiste. Le journal précise que la mobilisation des recettes publiques de 2020 pourrait être également affectée si une solution n'est pas trouvée. Le Canard rappelle que le trafic des marchandises en 2019 au port autonome de Cotonou s'est établi à 10,9 millions de tonnes contre 10,28 millions de tonnes en 2018, soit une baisse de 1,85%. Le Bénin est encore présent sur le marché financier régional. Le pays recherche 80 milliards francs CFA, met en manchette l'économiste. Il organise le 5 mars prochain en collaboration avec l'agence UMOA, titre l'émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor sur le marché des capitaux, poursuit le journal. Pour sa stratégie de développement, le Bénin, à travers son trésor public, est à la recherche de 80 milliards de francs CFA sur les maturités 5 ans, 7 ans et 10 ans, précise le Télégramme. Terminons cette revue de presse économique par une décision du Conseil des ministres. La priorité placarde à la une de sa parution du jeudi 27 février 2020, Conseil des ministres du mercredi 26 février 2020, l'essence à 505 francs à la pompe. Ce prix est fixé en tenant compte des fluctuations du marché pétrolier, explique le Canard. La Nation relaie la même information et rapporte que c'est en application du mécanisme d'ajustement que les prix des produits pétroliers ont été décidés. Ainsi, dans le mois de mars 2020, le litre d'essence va coûter 505 francs aux consommateurs, le litre de pétrole à 510 francs, le gasoil 520 francs le litre et le gaz domestique 545 francs le litre. Fin de cette revue de presse économique. À la prochaine. À présent, on installe le plateau décryptage. On parle de l'état de l'économie béninoise de 1990 à ce jour. Je le disais, au sortir de la conférence des forces vives de la nation, un nouvel engagement économique avait été pris. Depuis lors, les différents régimes qui se sont succédés ont chacun, en ce qui les concerne, apporté leur pierre à la construction de l'édifice économique du Bénin. L'aspiration populaire de l'époque est-elle aujourd'hui comblée? On fait le débat avec deux générations. L'une a connu et couvert cette période de la conférence nationale avec les grandes décisions qui avaient été prises. On ne le présente plus, c'est le journaliste à la retraite, Constant Agbidinoukou. Bonjour doyen. Bonjour cher ami. Merci de nous honorer de votre présence. Je vous en prie. Lui, par contre, n'était pas présent à la conférence, mais en tant que journaliste, il a suivi l'évolution économique depuis 1990. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Ilvaïus. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Alors, on va commencer avec le doyen Agbidinoukou. Quels souvenirs gardez-vous sur le plan économique, bien entendu, des décisions qui ont été prises lors de la conférence nationale? Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'avant qu'on aille à la conférence nationale, notre économie était, pour être simple, par terre. C'était la banqueroute. Aucun secteur vital de l'économie ne fonctionnait. Il n'y a plus de banques, la plupart des sociétés qui ont été nationalisées ne fonctionnaient plus. C'était la faillite totale. Alors, le choix qui s'imposait pour la plupart des délégués, c'est bien sûr le libéralisme économique. Parce qu'on avait une économie dirigée et centralisée, qui n'a pas fonctionné. Et il faut continuer avec le programme d'ajustement structurel. Il faut donner plus d'autonomie aux entreprises pour qu'elles fonctionnent. L'État a le devoir de les soutenir. Il faudrait que beaucoup de PME, PMI s'installent parce que ce n'est pas l'État qui va créer les emplois.
Non, l'État va contrôler un peu tout ça, donner un peu de facilité, mais ce sont les entreprises privées qui vont créer l'emploi. Donc, le choix qui s'imposait à nous, c'était vraiment le libéralisme économique. On n'avait pas d'autre choix. Ce choix du libéralisme économique n'était-il pas risqué quand on sait qu'on venait juste de quitter le marxisme-léninisme, ce qui était tout un autre choix, j'allais dire. La chance que nous avons, c'est qu'on a élu un Premier ministre, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui vient de la Banque mondiale, qui avait, je dirais, l'expérience nécessaire pour, je dirais, mettre en place les réformes qui s'imposaient. Et la plupart des délégués, compte tenu, effectivement, de la faillite qu'on a connue, des difficultés économiques, pensaient, et ils ont raison, qu'il faut aller vers le libéralisme économique et donner plus de choix, n'est-ce pas, à la gestion saine des entreprises, pour que l'État lui-même donne les moyens qu'il faut, contrôle un peu les choses, ouvre notre économie à l'extérieur. Oui. Je crois que c'est le choix qui s'est posé à nous. Surtout que pour aller vers la conférence nationale, notre croissance économique était de moins 5%. Moins 5%. Moins 5%. Et 6 ans après, par rapport à l'année de transition et les 5 ans par rapport au mandat présidentiel, nous sommes revenus à 5% de croissance économique. Toutes les institutions du monde, Banque mondiale, FMI, OCDE, ont montré, ont insisté là-dessus, qu'un travail important a été fait au Bénin. Et on a dit que notre économie a su une bonne voie pour pouvoir faire face à toutes les crises qui vont survenir. Alors Marcel, comme je le disais, vous n'étiez pas présent, vous n'avez pas couvert comme le doyen cette période-là, mais vous en avez entendu parler, vous avez suivi un peu ce choix, le doyen l'a dit, le libéralisme économique, on est parti de moins 5%, on est arrivé à 5%, mais pensez-vous que c'était un choix raisonné, on aurait pu choisir le capitalisme? Oui, est-ce que c'est un choix raisonné? C'est à l'aune des résultats qu'on peut dire que c'est un choix raisonné. Quand vous passez de moins 5% à 5%, ça fait une amplitude de 10 en 5 ans. On peut dire que les résultats sont reluisants et pouvaient nous amener à faire ce choix. Ce que moi je voulais dire sur les entreprises et sur l'échec du choix qui était fait pendant la Révolution, je ne peux pas dire du communisme, mais du socialisme, c'est qu'au-delà de l'échec, cet échec, il faut dire que l'une des raisons de l'échec, c'est la mauvaise gestion, et cette mauvaise gestion des sociétés d'État est imputable à nos cadres. Maintenant, alors, la question que moi je me suis posée, comment brutalement les mêmes cadres qui ont géré cette société et qui ont échoué, puisque en temps, le Bénin n'a pas changé, c'est les mêmes cadres qui ont resté, on leur confie, maintenant on les met dans un autre système et ils arrivent à faire chose. Je crois que c'est peut-être là qu'il faut saluer, comme le disait tout à l'heure le doyen, l'expertisme que le président Soglo, qui est quelqu'un qui connaît ce milieu, c'est son marigot, qui a fait les institutions financières internationales et qui sait à peu près comment il faut positionner les gens et quelle organisation il faut mettre en place. Et je crois que c'est ça qui a marché et qui nous a permis de regagner en confiance, parce que l'une des causes de l'échec de la révolution, c'est le fait que toutes les institutions financières internationales et tous les pays qui pouvaient nous financer nous ont tourné dos et qui ont commencé par revenir et gagner de confiance, et commencé par investir de l'argent dans notre pays. Je crois que c'est une bonne option. Jusque-là, pour moi, ça reste quand même il aura fallu, j'allais dire, qu'on fasse venir un homme qui avait l'expertise qu'il faut pour changer de la situation la plus pire à une situation un peu plus améliorée. Je crois que c'est cela. Vous savez, comme il a dit, M. Soumanou, c'est la mauvaise gestion. Les cadres faisaient ce qu'ils voulaient, je crois. Et à un moment donné, l'appareil politique et gouvernemental n'arrivait pas à bien organiser et contrôler la gestion des sociétés. Et la plupart des sociétés, c'était des sociétés nationalisées. L'État pensait reprendre en main tous les secteurs vitaux de l'économie, comme on le disait. Mais par la suite, on a compris qu'on a mal géré et qu'on n'a pas bien travaillé. Et le président Soglo, avec la rigueur qu'on lui connaît, a donné les grandes lignes et les directives qu'il fallait pour que nous retrouvions l'évolution et la croissance économique. Donc, je crois
que c'était la bonne voie et qu'il n'y avait pas une autre voie que celle-là. Alors on a retrouvé à cette époque-là, on était sur la bonne voie, on a retrouvé une vitalité économique, mais qu'est-ce qui a expliqué qu'à un moment donné, on est encore baissé? C'est toujours le travail. Et comme il a dit, des cadres. C'est une affaire de responsabilité. On aurait dû continuer à maintenir cette rigueur dans la gestion de notre économie, surtout des entreprises. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui gère les entreprises. Non, c'est le secteur privé. C'est des cadres qui sont à des postes de responsabilité dans le secteur privé, qui connaissent, qui ont l'expertise, qui ont la compétence et qui devraient continuer par rapport aux grands objectifs qui sont fixés. Les 10 ans du président Kérékou, quand il est revenu au pouvoir, on a essayé de maintenir un peu le cap avec des ministres des Finances, Abdoulaye Biotchane, qu'on a connu, qui est aussi un expert en la matière, parce qu'il était à la BCEAO. On a connu M. Hospice Antonio, ensuite M. Cerclin. C'est des gens qui s'y connaissent un peu, mais la crise est là et qui nous a un peu dérangés. Parce que vous ne pouvez pas vivre en matière d'économie en vase clos. Il faut voir un peu ce qui se passe au niveau international, voir les réformes nécessaires, parce que c'est ça notre problème. Les réformes sont toujours difficiles à prendre. Justement, à partir de 1997, les programmes d'ajustement structurel n'avaient plus lieu d'être. On a carrément laissé les programmes d'ajustement structurel de côté, bien qu'ils aient montré toute leur importance de 90 jusqu'à 1996. Il faut avouer que nous avons des syndicats qui étaient très durs. On demandait qu'il faut compresser un peu la fonction publique, il y a trop de cadres. La masse salariale, on disait qu'on ne pouvait pas la supporter. On ne devrait pas laisser le programme d'ajustement structurel de côté. On allait voir comment nous réadapter par rapport à l'environnement international. C'est vrai que, compte tenu de ce qui se passait, le gouvernement n'a pas insisté avec toute la rigueur qu'il fallait pour que nous continuions avec les réformes que le président Soglo avait initiées. Vous savez, les réformes, ce n'est pas facile. Et beaucoup de gouvernements ont peur des réformes. Parce que les populations n'acceptent pas toujours. Nous avons, vous rappelez, les grèves perlées qui ont commencé aussi après la conférence nationale. Et les syndicats étaient très puissants, ils ne voulaient pas ceci, le gouvernement veut prendre telle option, on dit ah non, on ne peut pas compresser, la fonction publique doit demeurer telle. Au niveau du programme d'ajustement structurel, je me rappelle, on disait 2 départs pour un recrutement. Les gens n'en voulaient pas. Les gens disent non, non. Et c'est vrai aussi que beaucoup d'étudiants, beaucoup de cadres étaient formés, sortaient des universités. Et la fonction publique ne pouvait pas les employer, les consommer. Et là, il fallait insister par rapport à la viabilité des entreprises privées. C'est le secteur privé qui peut recruter ces cadres. Nous n'avons pas la possibilité, les moyens de la recruter au niveau de la fonction publique. Donc, on a relâché un peu les choses. Et en économie, quand vous le relâchez, ça pète et ça vous crée des ennuis. Alors Marcel, les programmes d'ajustement structurel, on a laissé de côté, on est passé à une vision Bénin à la FIA 2025, une vision qui a également fait ses preuves, définie en stratégie et tout ça. Cette façon d'évoluer dans le temps, avez-vous l'impression qu'on avance ou qu'on fait du surplace ou carrément qu'on recule, comme l'a dit Dorin, on a relâché? Oui, mais moi je voulais revenir un peu sur les raisons du relâchement. Le relâchement, c'est que, et comme l'a dit, on a quitté le programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel, comme moi je l'explique, je l'explique comme une sorte d'embargo économique. C'est-à-dire, vous avez eu des difficultés, nous on vient vous aider, mais on vous pose telle question, vous devez dégraisser votre personnel et vous devez faire ci, vous devez dénationaliser les sociétés. Et donc, mais l'une des raisons, et sur ça je voudrais insister, c'est que la corruption est revenue. La corruption politique est revenue et ça a eu un impact, un grand impact sur le Bénin économique. Parce que la démocratie est venue et nous avons commencé à avoir des élections démocratiques qui coûtaient de plus en plus cher
au même cadre qui était politique, mais qui devait aller en campagne. Et donc, il y a un lien faussement entre le cadre politique, qui a besoin de plus d'argent pour battre campagne, surtout qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui a introduit l'argent dans la politique. Et donc, la corruption est l'une des raisons pour lesquelles on a reculé. Et deuxième chose, c'est que quand vous regardez les 5 ans du président Kérékou et du président Soglo, vous comparez à ce qui est arrivé après, vous allez constater que le président Soglo a fait l'effort d'amener des gens qui étaient connaisseurs du domaine dans lequel on les mettait. Quand vous prenez un certain Paul Doussou, quand il vous parle d'économie, vous avez quand même, vous savez qu'il a une idée précise de ce dont il parle. Et j'ai l'impression qu'avec le président Kérékou, ce n'était plus exactement ça. On faisait un dosage politique un peu plus et ça fait que technique, et ça fait que on n'a plus été trop regardant des performances, des cadres qu'on a mis. Les résultats. Mais par contre, quand vous parlez du programme Bénin à l'Afrique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un programme de développement qu'une vision, qu'un projet économique. C'est beaucoup plus un programme de développement. Le Bénin s'est projeté sur, je crois, 2025 en disant nous allons être un tel pays. Et je crois qu'il y avait eu de très bonnes décisions, de très bonnes idées, mais on n'a pas appliqué. On a mis ça de côté et on a fonctionné avec les différents programmes d'action. Sous le président Kérékou, on a parlé du Bénin du futur, et pour le président Boni Yaye, on a parlé de refondation, et actuellement on est en train de parler du PAG. Ces différents programmes devraient normalement s'inspirer des grandes décisions qui sont dans le programme Bénin à l'Afrique. Mais j'ai l'impression qu'on s'en est écarté, voilà. Alors, mais aujourd'hui, on m'a dit 30 ans après, on est au programme d'action du gouvernement, Bénin révélé, et quand on compare un peu les réformes qui sont mises en œuvre aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on repart un peu en arrière au niveau des programmes d'ajustement structurel, où on est obligé aujourd'hui de dégraisser un peu, on est obligé aujourd'hui de taxer plus fort afin d'avoir des résultats. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je crois que quand vous parlez d'économie, il faut avoir les ressources financières. Et nous n'en avons pas beaucoup. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'extérieur. Et comme nous n'avons pas les ressources, il faut les chercher à l'intérieur. Et c'est comment on peut expliquer par rapport aux tasses nombreuses qui frappent certaines entreprises. C'est pour un temps, c'est pas pour tout le temps. Et quand vous lisez le programme d'action du gouvernement, moi je me dis, si on pouvait respecter 50% de ce qui a été décidé, je suis sûr qu'on changerait beaucoup. Mais vous savez, nous n'aimons pas les réformes. Les peuples n'aiment pas les réformes. Encore qu'à un moment donné, on a été habitué à un laxisme. Un laxisme, comme il a dit, franchement, avec le président Soglo, rappelez-vous, c'est les cadres. Quand je parle du président Boni Yaye, qui était un conseiller, de M. Guy Adjadon, Patoupa, Marcel de Souza, c'est des gens qui connaissaient l'affaire, qui viennent de grandes institutions, qui ont l'expérience requise et qui savaient qu'au côté du président Soglo, il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, comme il a dit, la corruption est revenue avec le président Kérékou, qui ne peut plus avoir la même rigueur, vous savez. Et il a joué un peu trop à la démocratie, pensant que, bon, c'est ce que les Béninois aiment. Il fallait maintenir le cap avec les réformes et la rigueur. Et aujourd'hui, je constate qu'il y a cette rigueur. Nous devons souffrir un peu pour pouvoir espérer un peu par rapport à l'horizon demain. Donc, le PRG, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, il faut continuer. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on recule. Il ne faut pas lâcher. Et aux efforts qui sont faits, l'extérieur est sensible pour dire, ah non, il faut les accompagner. Il faut qu'il y ait plus de viabilité, qu'on soutienne les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, que nous produisions assez. Il y a ça aussi. Il faut que l'agriculture marche. Le secteur le plus important pour notre économie, c'est l'agriculture. Il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'on mette davantage l'argent, les ressources là-dedans, qu'on forme plus de cadres pour que nos ingénieurs, les agronomes, délaissent un peu les bureaux, qu'ils aiment la terre, qu'ils font le travail de la terre.
Moi, j'ai pris un peu, nous tous, nous connaissons un peu, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Ce qui a fait la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Le président Houphouët, père son âme, a beaucoup investi dans l'agriculture. Quelqu'un m'a dit qu'en 1962, le président Houphouët était venu au Bénin, qui s'appelait toujours encore Dahomey. Et il a vu toute la palmeraie qu'on a installée à Boumé-Calavi. Le président Baga l'a amené là-bas. Il a dit comment? C'est le Dahomey qui a mis tout ça là en place? Ah non, ça, je crois que je dois vous suivre. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a invité tous les bailleurs qui étaient en Côte d'Ivoire pour dire non, je viens du Dahomey, ce que j'ai vu est intéressant, nous devons faire comme eux. Et ils nous ont détrônés. Et non seulement ils nous ont détrônés, ils ont allé au top niveau. Vous vous rappelez, en matière de cacao, café, ananas, palmier à huile, la Côte d'Ivoire est toujours un très bon élève. Alors Marcel, le chemin aura été long. 30 ans après, aujourd'hui on a l'impression que les choses se mettent un peu plus en place. Avez-vous l'impression que l'idéal de 90 est aujourd'hui en train d'être atteint? Oui, le développement d'un pays, ce n'est pas une affaire de 30 ans. Quand vous regardez l'histoire des nations, des grandes nations, c'est sur des siècles, c'est dans la durée. Et c'est un travail fait dans la durée de façon rigoureuse, avec du suivi. C'est ça. Donc pour moi, je ne désespère pas. 30 ans, pour moi, c'est peu. Évidemment, quand vous regardez le visage que présente Cotonou, aujourd'hui, par rapport au visage qu'il présente en 90, il y a une grande différence. Moi, j'étais petit, je suis venu à Cotonou, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 goudrons à Cotonou en 89-90. Aujourd'hui, il y a des goudrons partout et actuellement, on en a même dans les vents. Oui, et donc, ça, c'est déjà un point positif sur que nous donnons. Quand vous regardez les budgets aujourd'hui, ce n'était pas les budgets de 250 milliards ou bien 300 milliards qu'on avait avant la conférence. On a des budgets de 2000 milliards depuis le président Yahi jusqu'à maintenant. Ça, c'est des avancées. L'autre avancée aussi, c'est que nous avons de plus en plus de Béninois qui sont riches. Ça, c'est important, il faut dire, parce que quand on veut mesurer aussi l'impact de la bonne santé de l'économie, il faut voir le nombre de gens riches que vous avez. On a de plus en plus de milliardaires. Et je me rappelle que dans un passé très récent, quelqu'un avait dit qu'il y en avait plus de 200. Milliardaires au bureau. Oui. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça. Mais par contre, je voudrais revenir brièvement sur l'option de tasser. Pour moi, j'ai un peu de réserve par rapport à ça. Parce que quand vous regardez un pays qui a des ambitions, quand vous regardez un gouvernement comme celui du président Patrice Talon qui a de grandes ambitions de réaliser de grandes infrastructures, moi, je ne suis pas sûr que les tasses permettront de le faire. La preuve, malgré qu'on est en train de tasser, le gouvernement a toujours recours à des eurobonds pour solliciter des financements à l'extérieur. Peut-être parce qu'on n'a pas de ressources. Oui, mais je dis, moi j'aurais peut-être choisi l'option où on détasse moins pour permettre aux gens de consommer plus et de faire beaucoup plus tourner l'économie. Mais c'est des options économiques qu'on peut choisir de prendre ce chemin ou de ne pas prendre ce chemin. Mais j'ai l'impression qu'en tassant beaucoup plus, les gens sont de plus en plus vulnérables économiquement et ça a un impact sur l'économie. Quand vous sortez aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent beaucoup plus. Malgré qu'on a des infrastructures qui continuent de dire, je crois c'est au gouvernement de faire le bon dosage pour détasser un peu plus, mais pour continuer à faire les grands travaux, je crois que c'est possible, on peut le faire pour le développement de notre pays. Mais pour conclure, je crois qu'on est toujours sur le bon chemin. Ouais. Alors, Constant Goudimoukou, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour mieux booster l'économie nationale en quelques secondes? Pour l'instant, il faut continuer, il faut maintenir ce cap-là. Je crois qu'il n'y a pas autre idéal que de jouer à la rigueur, de créer davantage des possibilités, de faciliter les choses aux entreprises. L'État n'a pas les moyens de créer les emplois, non. Et en aidant les entreprises privées, elles peuvent créer des emplois. Parce que de plus en plus, il faut qu'on tienne compte de ça. Le chômage, ça s'amplifie. Et c'est un revers pour nous. Et il faut y penser, il faut y réfléchir et trouver les moyens. C'est pas facile. C'est plus facile de le dire que de le faire. Mais à l'heure où nous parlons, je crois, le gouvernement du président Talon, il faut maintenir ce cap-là. Voir comment équilibrer, en ne pas trop taxer. Parce que comme il a dit, c'est vrai, quand vous tassez trop, les gens n'ont pas les ressources pour faire autre chose. Parce qu'il faut consommer. C'est ça. Et le label béninois dont les gens parlent, c'est une réalité. Nous venons d'apprendre que la CCIBI a une nouvelle équipe. Il faut que ces gens-là travaillent. Il faut qu'ils écoutent les hommes qui sont là et qui ont les moyens de créer les emplois, de viabiliser les entreprises. Le patronat aussi, il ne faut pas qu'il dorme.
qu'on constate qu'il y a une synergie entre le gouvernement et toutes les structures qui peuvent nous amener à améliorer notre économie. Mais la rigueur compte et il faut travailler. Et il faut l'agriculture, l'industrie, il faut faire en sorte que nous puissions de plus en plus transformer nos produits. Tout à fait. Et les consommer. C'est ça aussi. Si nous ne les consommons pas, que ça doit tout le temps aller à l'extérieur, ce n'est pas évident. Parce que nous ne sommes pas seuls sur le marché international. Merci beaucoup à vous, cher doyen Constant Aguinougou. Je retiens rigueur et travail. Il le faut. Merci à vous. Oui. Merci Marcel Zoumenou également pour votre expérience et pour ce regard croisé que vous avez permis ce matin. À présent, on installe le dossier de la semaine. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est le deuxième produit agricole d'exportation du Bénin après le coton. Il fournit 3% du produit national brut et 25% des revenus de l'agriculture d'exportation. C'est l'ANACAD, une filière à haute valeur ajoutée dont la promotion se fait déjà par le gouvernement. On en parle pour savoir un peu comment se porte le secteur, quels sont les enjeux de l'industrialisation, voire même de la professionnalisation du secteur. On en parle tout de suite avec notre invité, mais avant, suivons cet élément. Kajou, un fruit de l'anacadier, produit, transformé et commercialisé au Bénin. L'anacade, une grosse filière à haute valeur ajoutée en raison de sa forte capacité à contribuer à la création d'emplois et de revenus, de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de sa grande opportunité pour l'exportation. Pourtant, plusieurs maillons de la filière battent de l'aile. Dans le système de commercialisation, il y a beaucoup de mal-donne. Il y a beaucoup d'intrus qui rentrent. J'appelle intrus ceux-là qui ne sont pas régulièrement enregistrés, mais quand la campagne s'ouvre, qui vont sur les marchés vers les producteurs, qui vont s'approvisionner sans même savoir où est-ce qu'ils vont vendre. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de professionnalisation dans nos rangs. Seuls nous ne pourrons rien faire, c'est au gouvernement de nous accompagner pour réglementer un peu la filière. Les différentes familles d'acteurs de la filière n'en attendaient pas autant. Ici, producteurs, acheteurs, transformateurs, exportateurs et décideurs politiques, tous mêlent leur langue pour un meilleur kajou. Le souhait ouvert de l'interprofession d'abord, qui est là pour défendre le cas des acteurs, c'est de pouvoir nous aider pour que surtout les fonctions critiques que le gouvernement a prévues, pour qu'on ait les fonds propres qui pourront nous aider à d'abord améliorer la qualité de nos produits à la base, d'en avoir en quantité et d'être sûr aussi de la vente. Il faut que le gouvernement prenne un arrêté pour réglementer cette vente-là, pour que le producteur puisse avoir la paix et mieux vendre ses produits. Nous espérons réellement que, sous peu, le gouvernement aussi va se pencher sur le secteur de la transformation. On a bon espoir. Bon espoir pour les acteurs d'une filière dont la vision du gouvernement est d'atteindre les 300 000 tonnes de production nationale à l'horizon 2021. Devant les acteurs, les ministres concernés au premier chef ont reconnu que les défis sont grands, mais ils sont à la portée du gouvernement. La filière ANACAD bénéficie d'ailleurs d'un engagement politique important, en ce sens qu'elle a été inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021 parmi les 5 filières prioritaires. Et voilà le décor ainsi planté. Notre invité s'appelle Valentin Atchaoué. Il est spécialiste de la transformation des produits de kajou. Bonjour, monsieur Atchaoué. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. À côté, Patrick Adjaboudjou, toujours présent tous les dimanches pour m'accompagner dans cet entretien. Bonjour Patrick. Bonjour Ulvaïs Balogun. Alors, quel est le menu de notre entretien de ce matin? Au menu de notre entretien, nous allons parler de la filière ANACAD, précisément de ses opportunités économiques et aussi des menaces auxquelles la filière est confrontée au sein des chaînes de valeur de la production, de la transformation et de la commercialisation. Rebonjour, monsieur Valentin Atchaoué. Bonjour. Au-delà de ce que vous êtes spécialiste des questions et thématiques liées à la transformation des produits de kajou, vous êtes qui précisément?
Ben voilà, comme vous l'avez dit, je suis spécialiste en matière de transformation des produits de cajou. Quand on parle de produits de cajou, c'est pas seulement la noix, mais c'est également la pomme de cajou. J'ai également une expérience en matière de commercialisation à l'exportation, ce que j'ai fait pendant peut-être 3 ans avec une grosse structure que je ne vais pas mentionner. Voilà, donc je suis assez expérimenté. Donc vous êtes aux côtés des acteurs? Oui. Je suis aux côtés des acteurs actuellement de par ma fonction, parce que j'accompagne en principe au quotidien tous ceux qui sont porteurs de projets de transformation des produits de cajou. Et nous savons que depuis 2016, la bouffée d'oxygène du secteur d'Anacad est née de la volonté du gouvernement de restaurer la filière en vue d'induire la création des emplois et de la compétitivité de la filière à l'international. Quand on plante le décor ici, comment se porte le secteur ou la filière d'Anacad dans notre pays? Voilà, ça dépend, c'est une question ambiguë parce que ça dépend un peu de quel côté on se situe. Jusqu'en 2018, tous les indicateurs étaient verts. La plupart des acteurs gagnaient gros, que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs. Mais en 2018, il y a une crise mondiale généralisée qui a porté un grand coup à la filière. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un peu partout. Et depuis, les prix sont en chute libre. C'est peut-être maintenant que nous sommes en train de repartir vers l'euro. Mais aux dernières nouvelles, il y a encore la crise avec le coronavirus qui va certainement plomber encore nos espoirs pour cette année. Alors, quand vous dites ça dépend de là où on se place, ça veut dire quoi? Ça dépend de qui? Ça dépend de... Je veux mieux comprendre. Oui, voilà. Bon, tout le monde se dit que ce sont souvent les exportateurs qui s'en sortent. Okay, parce qu'on se dit souvent que la plus forte marge est faite par ceux-là, ainsi que les intermédiaires qui se situent en amont de la chaîne, c'est-à-dire les collecteurs primaires, ainsi de suite. Donc voilà, ceux-là, par exemple, arrivent d'une certaine façon à s'en sortir. Voilà. Maintenant, lorsque vous êtes un transformateur, par exemple, là, c'est un peu difficile dans ce contexte-là, parce que le marché n'est pas local, le marché est international, et le prix du produit fini est défini sur le marché international. Donc, si vous avez une crise à l'interne ici, vous vendez sur le marché à l'international. Ceux qui ne subissent pas cette crise-là, par exemple, peuvent s'en sortir, mais vous, ici, vous n'allez pas vous en sortir. Quand je vous ai posé ma première question, peut-être que je n'ai pas eu la réponse que je veux, et le secteur se porte bien, moins bon, mauvais Je dirais qu'actuellement, c'est un peu bizarre pour tout le monde. Bizarre. C'est un peu bizarre pour tout le monde. Je préfère le terme bizarre. C'est un peu malade, voilà, disons. Mais c'est quand même le deuxième produit agricole d'exportation. Oui, c'est le deuxième produit en termes d'exportation. Mais quand vous prenez la valeur aujourd'hui comparée, par exemple, aux années précédentes, c'est un peu bas. D'accord. Jusqu'en 2016-2017, notre produit se vendait bien sur le marché à l'international. La valeur FOB était environ 1500 jusqu'à 1600 $ la tonne. Mais aujourd'hui, par exemple, en début de campagne comme ça, les prix annoncés tournent autour de 1200. Donc vous voyez la baisse, c'est énorme. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Oui, je viens de vous parler de la crise de 2018, voilà, de 2018. Et aujourd'hui, par exemple, vous savez, la plupart de la production du Bénin va vers l'Inde et le Vietnam. Très bien. Okay, lorsque ce n'est pas transformé ici. Alors aujourd'hui, par exemple, le Vietnam vend la plupart de sa production vers l'Inde. Excusez-moi, vers la Chine. La Chine a fermé ses frontières à cause du coronavirus. Oui. Donc la demande est complètement en baisse. Oui. Donc ça va forcément se répercuter sur le prix ici, chez nous. Et ça a déjà eu de répercussions dans nos champs, dans nos marchés, au niveau des acteurs que vous êtes? Bon, puisque la campagne n'est pas encore lancée, la campagne sera lancée le 19 prochain. Donc c'est avec ça qu'on verra. Mais aujourd'hui, par exemple, avoir déjà les offres qui se font, parce que c'est maintenant que ça se prépare en fait. Les gens sont en train de faire les programmes par rapport à l'approvisionnement. Oui. On a déjà une petite idée du prix annoncé à l'ouverture de campagne. Donc comparé aux années précédentes, ce n'est pas encore ça. Est-ce qu'il y a nécessité de mettre en place une stratégie pour une plus grande professionnalisation des acteurs de cette filière? Oui, forcément. Je crois que professionnaliser. J'ai vu l'élément tout à l'heure là, M. Fano qui parlait d'une pléthore d'acteurs dans la filière. C'est vrai, c'est vrai. Cette capacité à envahir le secteur quand arrive la campagne. Bien sûr. Lorsque la campagne arrive, par exemple, tous ceux qui ont peut-être comme profession couturier, tous ceux qui ont comme profession
je dirais, soudeurs et tout, se mettent dedans pour capter un peu de la valeur, voilà, de la valeur du produit. Ce qui fait qu'il y a une kyrielle d'acteurs qui envahit la filière. Ce qui fait que finalement, je me mets à la place d'un transformateur, par exemple, pour acheter le produit. Si je n'ai pas, par exemple, une relation privilégiée avec des producteurs et que je dois passer par tous ces intermédiaires-là, le produit me revient très cher. Très bien. Vous voyez? Et aujourd'hui, en termes, si vous voulez que votre business, en termes de transformation, soit rentable, vous êtes obligé d'acheter la matière première à un prix compétitif. Mais si déjà ça vous revient très cher, vous êtes en train de bouffer votre marge. La problématique de la professionnalisation. Oui. Alors, c'est d'abord assainir le milieu, identifier les acteurs réels de la filière, de ceux qui sont des occasionnels, par exemple. Et il faut également que les acteurs également sachent ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui ont cette casquette-là d'acheteur, mais qui ne savent pas, en fait, de petits éléments liés, par exemple, au produit. En termes de qualité, par exemple. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ne savent pas ce que ça veut dire qualité de noix. Ils entendent tout le temps kawaii, mais comment faire pour identifier cette qualité-là, ils ne savent pas. De sorte qu'à la fin, ils se font d'une certaine façon, gruger par l'acheteur final. Donc il y a à professionnaliser la filière pour que tout le monde en sorte gagnant. Pour assainir la filière, normalement, ceux qui exercent dans la filière se connaissent ou devraient se connaître. Bon, il y a quand même des familles d'acteurs dans la filière. Il y a la FENAPAT qui est la fêtière pour ceux qui sont des acheteurs. Je parle des intermédiaires. Il y a le CONEC qui est la fêtière par rapport aux exportateurs. Il y a le CNTC qui est pour les transformateurs. Il y a la FENAPAB qui est pour les producteurs. Je dirais que là où, par exemple, on n'est pas en mesure vraiment d'identifier. En principe, avec ces fêtières-là, tout le monde ça devrait être OK. Oui. Mais il y a des acteurs, par exemple, qui ont double casquette. D'accord. Qui ont double casquette. Oui, qui sont... par exemple, il y a, par exemple, vous savez, au Bénin, quand vous êtes exportateur, par exemple, vous n'êtes pas autorisé à aller sur le terrain pour acheter. Quand vous êtes exportateur, vous êtes à Cotonou. Vous vous limitez à Cotonou et vous attendez que les gens qui sont au niveau de la FENAPAT vous livrent le produit à Cotonou. Mais il y a des exportateurs qui se mettent, qui se mettent sur le... Donc ils prennent la jouer le rôle de la FENAPAT. Exactement. Vous voyez? Donc là, ils portent à la fois la casquette de acheteur, et de exportateur. Donc il y a nécessité de structurer. Assainir, disons. Assainir. Voilà le mot, assainir la filière. Assainir, très bien. Avez-vous connaissance de l'existence d'un plan pour accroître le taux de transformation au plan local? Un plan... Déjà, on est à combien au plan local? Et si on veut accroître, on ambitionne à atteindre combien? Oui, voilà. Je l'ai dit, voilà, je travaille pour une structure qui... comme je vous l'ai dit, à vocation d'assister tous ceux qui sont porteurs de projets de transformation. Aujourd'hui au Bénin, nous sommes cette année, en 2019 par exemple, à un volume d'environ 19 000 tonnes de produits transformés, sur une capacité installée au Bénin d'environ 40 000 tonnes. Donc c'est un peu moins de la moitié en principe de la capacité qui est exploitée. Très bien. À cause de certaines difficultés. Notre ambition, en fait, c'est de transformer environ 25% de la production nationale. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais on espère quand même y arriver. Oui, on va y arriver comment? Parce que vous avez dit qu'il y a des obstacles, il va falloir lever tous ces obstacles-là, ça prendra du temps. Oui, mais voilà, on fait avec les moyens qu'on a. On peut pas c'est pas pousser au-delà de nos limites, en fait. Donc, on fait avec les moyens que nous avons. Il y a quand même des goulots d'étranglement par rapport au développement de la transformation. Des goulots d'étranglement en termes de, accès au financement. Et deuxième chose, comme je vous l'ai dit, l'approvisionnement. Accès au financement, comment? Je vous l'ai dit que nous vendons tous sur le même marché, qui est le marché international. Et ce marché-là, il y a un seul prix. Maintenant, les acteurs qui envoient les produits sur ce marché-là ne sont pas traités de la même façon dans leur pays. Il y a des gens qui vont lever des financements à 5% par exemple de taux d'intérêt, pendant que nous levons des financements ici à 12-13%. Oui, ça pose problème.
c'est déjà un peu, on ne part pas sur les mêmes bases en fait. Tout à fait. Deuxième chose, quand bien même vous négociez le financement qui doit arriver par exemple là, le financement n'arrive pas à temps. Lorsque ça arrive par exemple, il y a déjà une pléthore d'acteurs sur le terrain qui ont peut-être une force financière beaucoup plus élevée que les nôtres, donc vous n'arrivez même plus à acheter ce produit-là au prix, c'est-à-dire à un prix compétitif comme je viens de le dire. Aujourd'hui, avec le prix de l'amande sur le marché international, si vous achetez la noix à un prix supérieur à 350 francs, vous ne faites pas de la marge. Parce que nous avons un coût de production qui est très élevé. Ça, ce n'est pas forcément, c'est pas seulement pour le Bénin, mais c'est en Afrique, nous avons un coût de production qui est très élevé, qui tourne autour de 450 à 500 $ par tonne. Alors qu'ailleurs, par exemple, le coût de production est environ de 250 à 300 $ par tonne. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. Et parlant de transformation locale, où en est-on concrètement dans notre pays? Comme je vous l'ai dit, donc on est à 19 000 tonnes sur une capacité, enfin sur un volume de production d'environ 150 000 tonnes. Ok. Nous avons quand même une capacité de transformation de 41 000 tonnes. Ça veut dire que les installations que nous avons actuellement, les usines que nous avons actuellement, peuvent transformer environ 41 000 tonnes. Une question de relance, on a combien d'industries? Aujourd'hui, on a 8 qui sont installées, mais toutes ne travaillent pas. Lesquelles travaillent? Pour ne pas nommer ces structures, mais nous donner une idée des zones dans lesquelles... Ok, d'accord, je ne vais pas les nommer comme vous l'avez dit, mais il y a une usine quand même qui se situe dans le sud ici, dans la région de Porto Novo. Qui travaille? Oui, qui travaille. Il y a une à Boyko qui travaille, il y a une à Parakou qui travaille, il y a une à Tchaoulou qui travaille. Très bien. Et quel est votre vœu le plus ardent, votre vœu cher pour que cette filière soit au-delà occupe aujourd'hui, deuxième produit agricole d'exportation, pourquoi ne pas chercher à prendre la première loge? La place du coton. La place du coton. Bon, déjà la place du coton, ce serait un peu difficile parce qu'en termes de volume, là, le fossé est énorme. Le fossé est énorme. Si on doit comparer le volume du Bénin, par exemple, sur le coton, c'est ce que la Côte d'Ivoire fait en termes de volume sur l'anacade. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays? Bien sûr. Aujourd'hui. Donc voilà. Alors, moi, mon vœu le plus cher, c'est de voir le Bénin transformer. Pourquoi pas 100% de sa production? Pourquoi pas? Parce que en termes, quand vous installez une usine, par exemple, là, ça crée beaucoup de valeur, ça crée d'emplois. Pour vous donner des chiffres, par exemple, si un volume de 1000 tonnes de capacité installée, vous créez environ 150 à 200 emplois. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Donc, c'est un secteur qui crée beaucoup d'emplois. Donc, si on arrive, par exemple, à transformer 100%, je sais que ce n'est pas réaliste, c'est utopique. Non, c'est réaliste. Parce qu'il n'y a pas encore de pays en Afrique qui sont en train de le faire. Il y a 2 pays au monde qui sont vraiment des champions en matière de transformation, à savoir l'Inde et le Vietnam. Les 2 pays font le double de la capacité de leur production. Ils transforment le double de ce qu'ils produisent. C'est ça qui les envoie vers l'Afrique pour chercher le complément en termes de volume, pour transformer chez eux. Donc aujourd'hui, le Vietnam est, disons, l'usine du monde, parce qu'ils transforment et ils exportent tout ce qu'ils transforment, parce qu'il n'y a pas de consommation sur place. L'Inde, par exemple, transforme, mais il y a un gros marché en termes de consommation au niveau de l'Inde. Et c'est un marché qui est porteur. On estime que le volume, le pourcentage en termes de demande évolue chaque année de 4%. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que, c'est vrai qu'on ne peut pas les tutoyer du jour au lendemain, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour prétendre au moins les talonner? Oui, voilà, les talonner. Bon, je crois que ces pays-là, par exemple, il y a une grosse volonté politique pour accompagner. Il y a aussi une volonté politique ici. Oui, il y a une volonté politique. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé, je ne sais pas, au niveau qu'ils ont atteint dans ces pays-là. Peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il y a comme on fait des campagnes de reboisement, par exemple, est-ce qu'il y a des campagnes pour mettre en terre des plants d'anacardier? J'espère que c'est ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est tellement qui veut demander les localités favorables à la production. Bien sûr. En termes de localités favorables, bon, déjà, il n'y a pas d'anacardie à Cotonou. Oui. Ce n'est pas une zone favorable pour la production du cajou. Mais déjà, dans le zoo, oui, une partie du zoo. Dans le nord, la zone de Djidja, Bamouyan,
jusqu'à Latakora, Donga, Natitengu, oui, vous pouvez avoir des anacadiers. Il y a une partie du plateau, la région de Sakété, la région de Sakété, dans le zoo? Non, pas, oui, dans le zoo, j'ai parlé du nord déjà. Voilà, donc c'est, disons, les régions dans lesquelles vous pourrez avoir voilà, des anacadiers. Donc si vous avez envie de faire une plantation, je vous conseille de cibler ces zones-là. Alors, est-ce que, je ne sais pas, il y a des périodes où il faut le faire? Ça prend combien de temps? Il y a une contre-saison ou bien c'est la saison pleine? Et ça prend combien de temps pour commencer à sortir des noix? Je ne suis pas spécialiste de la production, j'ai un collègue qui s'occupe bien de ça, mais je peux vous dire quand même que il y a des variétés qui mettent environ 2 ans et demi pour commencer par produire. Et la campagne, la production commence pour les plus précoces à partir de décembre déjà, mais la campagne même démarre à partir. Vous avez déjà du produit à partir de décembre, janvier. Les produits qui viennent en décembre, c'est très précoce en fait. En janvier, vous avez une petite partie de la production. Ça commence vraiment en février et s'étale jusqu'en juin. Et c'est pourquoi on lance la campagne souvent en mars? Exactement, parce que vous avez le pic de la production en mars. Voilà. Merci à vous, Monsieur Valentin Achaoué, pour ces éclairages, pour ces précisions et pour ces informations. C'est un plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci, Patrick Adjaboudjou. Merci, Monsieur Achaoué. Vous avez quelque chose à ajouter? Je sens que vous avez encore des choses à dire. Bon, la seule chose que j'ai à dire, c'est que voilà, c'est encore mon vœu que je nous renouvelle pour la filière, c'est de voir beaucoup d'usines de transformation. Parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, je vois tous les projets qui sont en cours actuellement. Je rêve de ça pour le Bénin, en fait. On va rêver avec vous. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Achaoué. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention, mais également merci à toute l'équipe technique conduite par Christelle Sabouan. Retrouvez votre émission en nouvelle diffusion demain lundi à 11h, mais également en replay sur la chaîne YouTube de l'URTB. À la prochaine.